Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 9. La justice et le droit. Introduction. Les deux grandes guerres du XXe siècle ont aiguisé le désir de paix qui habite l'homme moderne, en détruisant les édifices, les lieux de culte et de loisirs du vieux continent et d'autres régions du monde. Ces guerres ont aussi fragilisé les idéaux qui constituaient jusque-là le socle moral de la société moderne. Plus jamais ça, s'écriaient à Nuremberg les rescapés de ces conflits armés les plus meurtriers de l'histoire. Depuis lors, le monde de l'après-guerre est mis au défi de construire la paix. Dans la foulée, la question de la justice est redevenue, plus que jamais, une question centrale. Car il n'y a pas de paix véritable sans justice. Qui veut la paix, pourrait-on dire, défend la justice. Étant donné que toute communauté politique fonde la justice sur le droit, justice et droit deviennent deux notions inséparables l'une de l'autre. La justice implique le respect du droit et des droits du citoyen. Engagé dans la recherche de la paix, l'humanité ne peut se soustraire à la nécessité de clarifier les rapports qui lient la justice au droit. Le désir et la soif de justice ne peuvent être éprouvés que par celui qui pense être victime d'une injustice. Celui qui n'a jamais subi une injustice ne peut comprendre combien la justice est précieuse. L'histoire des sociétés humaines nous apporte bien de preuves que toutes les révoltes populaires, tous les soulèvements et toutes les mutineries naissent toujours d'une injustice ou de ce qui est tenu comme tel. En amont de tout combat pour la justice se trouve très souvent une injustice. Par exemple, seuls des ouvriers clochardisés et réduits à la mendicité peuvent décider de faire la guerre au patron pour exiger de lui le paiement des mois d'arriérés ainsi que l'amélioration des conditions de travail. En un mot, les injustices sont la matrice de la justice. Il ressort que la justice et le droit s'accompagnent autant dans leur essence, dans leur application que dans leur visée. Grand 1. Définition et distinction des termes. Le terme justice vient du latin jus qui veut dire le droit et signifie la conformité au droit, le respect du droit. Alors, est donc juste ce qui relève du droit. De ce point de vue, la justice est donc le respect rigoureux et objectif des droits de chacun, d'où cette définition classique donnée par Simonide. La justice consiste à remettre à chacun son dû. Donc est juste ce qui est légal, c'est-à-dire conforme à la loi. La justice désigne deux idées différentes. Premier tiret, une institution d'État charge de faire respecter la loi et de dire le droit. Cela regroupe les tribunaux, les prisons etc. Deuxième tiret, un principe moral, un idéal qui exige le respect de l'équité et du droit. Elle définit donc ce qui est légitime et peut juger les lois. Donc est légitime ce qui est fondé en raison, en justice, en équité. Cela peut ou non s'opposer à ce qui est légal, c'est-à-dire conforme à la loi. En effet, lorsqu'Antigone se rebelle contre la loi posée par le tyran Créon, elle montre cette opposition entre la légalité et la légitimité. Il est légal de laisser les morts sans sépulture puisque telle est la loi, le décret de Créon, mais cela n'est pas conforme à la dignité humaine donc n'est pas légitime. Antigone refuse de laisser son frère sans sépulture car elle est soucieuse avant tout de la destinée de son âme et de sa dignité d'être humain. Cela ne signifie-t-il pas que lorsque l'injustice du droit positif devient intolérable, nous avons le droit à l'insurrection, voire le devoir de dire non par tous les moyens illégaux à l'injustice? Le droit par contre, implique des normes, des règles, une obligation à suivre. Ainsi, le droit désigne l'ensemble des règles et des normes qui organisent la vie en société. Il détermine ce qui doit être obligation, et ce qui est légitime. Grâce aux différentes normes, le droit délimite les actions individuelles de chacun en indiquant ce qui est permis ou défendu. Kant définit le droit comme l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté de tous. Le droit appelle donc à la solidarité, fondement de toute vie en société, d'où son caractère intersubjectif. On distingue deux types de droits, le droit positif et le droit naturel. Premier tiret. Le droit positif renvoie au système de lois institué par les hommes dans la société. Il est objectif et historique. Deuxième tiret,
Le droit naturel renvoie aux règles universelles et éternelles déduites de la nature de l'homme comme les droits de l'homme. Il est inné et subjectif. On appelle encore droit naturel l'ensemble des prérogatives fondamentales dont est doté chaque homme dès sa naissance, en vertu de sa nature humaine. On parle ainsi du droit à la vie, du droit à la famille, du droit à la propriété. Quant au droit positif, il renvoie aux droits codifiés par les hommes sous forme de lois édictées pour régir la vie sociale. On a ainsi les constitutions, le code pénal. Petit 1. Les théories de la justice. Premier gros point. La justice comme vertu morale. Là n'est pas uniquement une institution politique, elle est avant tout une vertu morale universelle. Dès l'Antiquité, elle est vue comme une vertu à côté de la sagesse, de la tempérance et du courage. Et juste celui qui sait distinguer le bien du mal et agit selon cette distinction. Platon dans la République explique ainsi que la justice est une vertu de l'âme qui consiste à faire son travail et à ne point se mêler de celui d'autrui. Elle correspond au respect des hiérarchies naturelles, qui mettent le beau, le bon et le vrai au-dessus du laid, du mauvais et du faux. Le pouvoir ne peut donc être confié à des débauchés qui ne visent pas le vrai et le bien commun. Pour Aristote, la justice est la vertu des vertus car elle les comprend toutes. Être justice signifie être courageux, tempéré, généreux, et se taira. Précisons que, la justice instituée en droit positif, serait l'application de la justice morale de la société en général. Deuxième gros point. La justice comme égalité. Elle se fonde sur l'égale dignité des hommes. Pour Descartes, cette égalité est basée sur la raison qui est communément partagée et égale en tous les hommes. Pour le christianisme, les hommes sont tous fils de Dieu, tous sont faits à son image, tous pécheurs, également rachetés par le Christ. Pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes sont dépositaires des mêmes prérogatives et des mêmes obligations. Elle stipule en effet que tous les hommes naissent égaux en droit, et pourtant, il existe entre les hommes des inégalités naturelles, inégalités de talent et d'aptitude. C'est que la justice a pour fonction non pas de niveler les talents mais d'égaliser les droits et les devoirs. Troisième gros point, Platon et la justice comme harmonie. Dans la République, Platon définit la justice comme l'harmonie, harmonie entre les différentes couches sociales, les dirigeants, sages, les gardiens, courageux, les artisans, tempérants. Analogiquement, la justice concerne aussi l'harmonie entre les différentes parties de l'homme, la raison, siège de la sagesse, le cœur, siège du courage, et l'appétit. Toutefois, cette conception présente ses limites. La conception de la justice collective risque fort de légitimer certaines inégalités sociales au nom de l'harmonie. Quatrième gros point. Aristote, celui-ci célèbre la justice comme la mère de toutes les vertus. Il distingue trois formes de la justice, commutative, distributive et répressive ou coercitive. Premier tiret, la justice commutative est celle qui régit les contrats et les échanges. Cette justice n'est possible que s'il y a égalité de droits entre les contractants et si les objets échangés sont de valeur égale. Elle est à l'origine de l'institution objective de l'égalité entre les personnes. Deuxième tiret, la justice distributive est celle qui préside à la répartition des tâches et des avantages en fonction soit des mérites, soit des besoins de chacun. Troisième tiret, la justice répressive ou coercitive, quant à elle, règle les sanctions. Elle intervient pour faire cesser les injustices et les erreurs ou pour punir les coupables. Elle veille à ce que la peine soit proportionnelle à la faute commise. Dans ces trois formes de justice, le souci d'Aristote est de faire régner l'égalité, comme la règle suprême qui régit les échanges entre les personnes. L'avis d'Aristote est ici partagé par Alain, Émile Chartier, qui résume la justice et l'égalité. Ce principe d'égalité a été rigidement formulé dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'exigence de pareille loi veut que les peines soient proportionnelles à la gravité du délit. À l'évidence, la justice a toujours évoqué des idées d'égalité, de proportion, de compensation, affirmera Bergson. Cinquième gros point, Kant. Selon Kant,
La justice comme vertu morale est un principe de la raison, une règle rationnelle applicable à tous. Cette justice ne dépend ni des faits, ni des circonstances, ni des sentiments. Elle est inconditionnelle et universellement valable. Une telle justice est idéale mais encore irréalisable chez les humains, car, pour Blaise Pascal, la justice varie selon l'espace et le temps. La justice en des cas des Pyrénées, injustice au-delà. Sixième gros point, John Rawls, justice comme équité. Pour Rawls, la justice signe équité qui implique l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs de base. Cette équité doit être fondée sur deux principes. Premier, le respect des libertés fondamentales. Deuxième, l'égalité des chances. En cas d'inégalité naturelle, il faut appliquer le principe de différence qui stipule que le plus grand bien doit aller au plus désavantagé de la société. Petit 2, les fonctions du droit. Premier gros point, la liberté et l'égalité. Comme le montre la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. On considère généralement que la liberté et l'égalité sont des droits les plus fondamentaux des citoyens. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité proclame solennellement la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La fonction de la justice instituée est donc de garantir à la fois l'égalité et la liberté des hommes. Cela passe par un système de droits et de devoirs qui limite finalement les libertés des uns pour garantir les libertés des autres. Telle est la position de Rousseau en ces mots. Si l'on cherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Du contrat social. Comme le montre cette citation, il semble que la liberté et l'égalité soient inséparables. La liberté ne peut subsister sans l'égalité, et inversement. Toutefois, il existe un conflit logique entre la liberté et l'égalité. En effet, comme le montre le célèbre dicton, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Il est nécessaire de limiter la liberté pour garantir l'égalité des droits. Par exemple, dans l'état de nature tel que le voit Hobbes, les libertés sont infinies. En conséquence, toute relation mutuelle se termine par une domination de l'un sur l'autre. L'infinie liberté tue l'égalité. Dans le contrat social, l'homme accepte alors de restreindre sa propre liberté au nom du principe d'égalité, et notamment d'égalité devant la vie. Inversement, l'égalitarisme excessif finit par nier toutes les libertés en voulant effacer les différences et les originalités. Tocqueville, étudie la démocratie américaine, montre en effet l'incompatibilité de la liberté et de l'égalité. Il explique que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté mais ils ont surtout une passion ardente, insatiable, éternelle, invisible pour l'égalité. En conséquence, l'un des plus grands risques de la société démocratique est de renoncer à la liberté par amour pour l'égalité. Les hommes préféreraient ainsi l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Deuxième gros point, la sanction juridique. Le droit positif, qui garantit l'égalité et la liberté, instaure nécessairement une contrainte, qui passe par des sanctions. Hobbes déclarait qu'il n'existe pas des droits sans sanctions. Il a en effet développé une politique juridique volontariste dans laquelle le droit est indissociable des sanctions. Le but final de cette contrainte est la protection de l'homme. Une infraction envers la loi a ainsi deux conséquences majeures: la punition de celui qui enfreint le droit, justice pénale, et la réparation envers celui qui est lésé, justice civile. Quel est donc le but de la sanction juridique? Le premier but semble être simplement la prévention par l'intimidation, dans le but de faire respecter les règles. La sanction sert à marquer les esprits, à créer la peur. C'est pour cette raison qu'autrefois les exécutions étaient souvent effectuées en public. La sanction semble également avoir un deuxième but, l'amélioration de l'individu qui a commis la faute. Généralement, la justice entend faire respecter les règles mais aussi ramener dans le droit chemin celui qui a commis la faute. Cependant,
Ces deux pôles sont souvent contradictoires. Troisième gros point, l'égalité et l'équité. En dernier lieu, le droit pose le problème de l'égalité par opposition à l'équité. En effet, l'égalité n'est pas toujours équitable alors que des inégalités permettent parfois de rétablir l'équité. Par exemple, la discrimination positive et l'instauration d'une inégalité dans le but de rétablir l'équité. L'équité est un principe de justice, fondé sur la reconnaissance de ce qui est dû à chacun. L'égalité est par contre une stricte équivalence dans la distribution des droits. Aristote différencie ainsi deux types de justice. Premier tiret, la justice commutative qui suit le principe d'égalité. C'est une justice qui pose une stricte équivalence des obligations et des charges. Elle est par exemple en œuvre dans les échanges économiques. Deuxième tiret, la justice distributive qui suit le principe d'équité. On donne à chacun ce qui lui revient en tenant compte des différences qui existent entre les individus, mérites et conditions. D'où, il écrit dans l'Éthique à Nicomaque, l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. Platon dans les lois avait déjà distingué deux égalités, qui portent le même nom, mais qui en pratique s'opposent presque sous bien de rapports. L'une, la plus vraie et la plus excellente, attribue davantage au plus grand et moins au plus petit, donnant à chacun en proportion de sa nature. Par exemple, certaines allocations sociales sont attribuées de façon strictement égalitaire quel que soit le revenu des personnes, alors que d'autres sont soumis à des conditions de revenus. La fonction de la justice n'est donc pas de garantir la stricte égalité des individus mais l'équité, c'est-à-dire l'égalité des conditions. Petit 3. Droit et devoir. Les deux notions sont corrélatives, il y a une réciprocité entre le droit et le devoir. En effet, mon droit correspond à un devoir d'autrui à mon égard et vice-versa. Par exemple, mon droit au salaire correspond au devoir de mon employeur de me verser ce salaire. Auguste Comte privilégie cependant le devoir car, explique-t-il, si chacun faisait son devoir, les droits de tous se trouveraient garantis sans qu'il soit nécessaire d'en parler. Cette conception n'est pas sans danger. En effet, en oubliant des droits au profit du devoir, on peut arriver à justifier la pire des oppressions au nom du devoir. Petit 4. Justice et charité. En tant que reconnaissance des droits et de la dignité d'autrui, la justice est au-delà de l'égoïsme, et la valeur de charité. Cependant justice et charité ne sont pas à confondre. D'abord, parce que la justice est purement restrictive, elle nous prescrit de nous abstenir de porter atteinte aux droits d'autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudras pas qu'il te fasse. Or, la charité est un élan du cœur qui inspire sympathie et bienveillance envers les autres. Ensuite, la justice définit les obligations. C'est une vertu close, mécanique, fondée sur le calcul et la mesure souvent trop égalitariste, œil pour œil, dent pour dent. Au contraire, l'acte charitable est débarrassé de tout calcul, il est désintéressé, généreux. Elle consiste à donner plus que la part due. De plus, la justice est abstraite et générale, elle définit des lois générales. La charité au contraire, est concrète, individuelle, affective et spontanée. Elle suppose par exemple l'émotion devant la misère de la condition humaine. Toutefois, une conception étriquée de la justice est contestable. La justice suppose toujours le sentiment de la valeur humaine, le respect de la dignité humaine. Si elle semble sèche et dure, c'est parce qu'elle est de l'ordre de la raison et non du sentiment, et que la raison est rigoureuse. Il faut également contester l'idée d'une justice consistant seulement à faire tout juste ce que la loi demande de telle sorte que ce que je fais de plus apparaît facultatif. Non, une justice trop juste devient injuste, disent les latins, summum jus, summa injuria, extrême justice, extrême injustice. C'est à ce niveau que la justice doit s'inspirer de la charité pour s'ajuster et s'équilibrer. D'où l'affirmation de Leibniz, la justice est une charité conforme à la sagesse. Ainsi, en dépit de leur opposition, la justice et la charité ne peuvent être séparées sans perdre aussitôt leur existence et leur valeur. Cependant, il faut aussi noter le caractère partiel et partial de la charité. En effet,
On n'est jamais charitable à l'égard de tout le monde à part égale. De la même manière, la charité se moque en quelque sorte de l'équité. Petit 5. Droit et violence. Le droit a été défini dans toutes les sociétés afin de parvenir à une vie faite de justice. La justice est une exigence de la conscience morale. Hélas, dans la vie pratique, la raison du plus fort l'emporte souvent sur le droit. Ce constat est clairement attesté par Max Stirner qui affirme: celui qui a la force a le droit. La dialectique hegelienne montre également que la puissance d'un homme est la mesure de son droit, car celui qui triomphe a raison. Ainsi, chaque individu possède autant de droits qu'il a de puissance. Spinoza. Cette idée de droit du plus fort a conduit dans l'histoire à la lutte de classe que Karl Marx déplore en ces termes: le droit n'est rien d'autre que l'expression de la classe dominante. L'histoire humaine peut-elle nous faire espérer un dépassement de la violence, par le règne du droit garanti par l'État et assurant paix et concorde intérieure et extérieure? En somme, les faits courants témoignent à suffisance que la force est la manifestation brute du droit. Le violent tente d'imposer sa volonté à autrui par force. La menace, la ruse, la séduction. Cette imposition par la force met en crise la valeur de la justice. À vrai dire, l'on est tenté d'avouer que la justice n'est pas de ce monde. De fait, tout se passe comme si ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort fût juste. Pascal. Et si tel est le cas, à quoi bon alors parler de droit? Le droit se confond-il à la force? Nullement. Pour la conscience saine, là où il y a la force, il n'y a point de droit ni de justice. Mais la question rebondit: peut-on user de la violence pour combattre l'injustice? Pour Machiavel, la violence en politique est indispensable parce que les hommes sont méchants et stupides. Montesquieu reconnaît lui aussi que l'homme est naturellement imparfait, constamment en butte à l'erreur, mais il préconise, non pas la force, mais la loi de pouvoir éduquer et redresser la conduite humaine. Il semble que c'est là l'idéal premier du droit: éduquer l'homme, parce que précisément, il n'est pas spontanément juste. La justice n'est pas de sa nature. Cependant l'homme est l'être qui ne suit pas la nature mais la contrarie ou la complète par l'institution de la culture. Et le droit est justement un élément culturel fortement humanisant, assorti de la raison, de la liberté et de la responsabilité des humains. Retenons. Petit 1. La justice se confond-elle avec la stricte égalité? Premier tiret. Aristote distingue la justice distributive et la justice corrective. La justice corrective concerne les transactions privées volontaires, vente, achat, etc. et involontaires, crimes et délits. Elle obéit à une égalité arithmétique stricte, que l'homme lésé soit puissant ou misérable. Le rôle de la justice est de rétablir l'égalité en versant les intérêts de même valeur que le dommage, comme s'il s'agissait des biens échanges dans un acte de vente. Deuxième tiret, la justice distributive concerne la répartition des biens et des honneurs entre les membres de la cité. Ici, la justice n'est pas de donner à chacun la même chose, car il faut tenir compte du mérite. L'égalité n'est alors pas l'arithmétique, le même pour tous, mais géométrique, car elle implique des rapports de proportion, à chacun selon son mérite. Petit 2. Quelle égalité peut exiger la justice? Premier tiret, personne ne peut soutenir que les hommes sont égaux en fait. Aux inégalités naturelles, de force ou d'aptitude, s'ajoutent en effet les inégalités sociales, de richesse ou de culture. Pourtant, la justice exige que les hommes soient égaux en droit, c'est-à-dire que, malgré les inégalités de fait, ils aient droit à une égale reconnaissance de leur dignité humaine. Deuxième tiret, c'est ce que montre Rousseau dans le contrat social. Un État n'est juste et légitime que s'il garantit à ses citoyens le respect de ce qui fonde sa dignité humaine, à savoir la liberté. Seule en effet elle est inaliénable. La vendre ou la donner au tyran, c'est se nier soi-même. Cette égalité en droit pouvoir ainsi se traduire par une égalité en droit. Nul ne doit procéder à de privilèges eu égard à la loi de l'État. Petit 3. Quels sont les rapports des droits de la justice? Premier tiret, le droit est d'abord l'ensemble des règles qui régissent un État. C'est le droit positif. Comme ces règles varient d'un État à un autre,
N'y a-t-il nulle justice qui soit la même pour tous les hommes? C'est bien la position de Pascal. Les lois n'ont pas à être justes, elles doivent surtout grandir la paix sociale, car il vaut mieux qu'une justice qu'un désordre. Goethe. Deuxième tiret. Mais ce n'est pas la position de Rousseau ni de la pensée des droits de l'homme. Les lois peuvent être injustes et cautionner des inégalités des droits. Un droit positif juste sera alors un droit conforme au droit naturel, c'est-à-dire à ce que le raison. Quatrième tiret. Reconnaît comme moralement fondé eu regard à la dignité de la personne humaine. Petit 4. La justice est-elle une vertu ou une illusion? Premier tiret. Platon soutient que la justice, si elle est l'idéal de la communauté politique, doit aussi être une vertu morale en chaque individu, contre ceux qui soutiennent que nul n'est juste volontairement et que la justice comme vertu n'existe pas. Platon montre que c'est le rôle de l'éducation d'élever chacun à cette vertu suprême, qui implique à la fois sagesse, courage et tempérance. Deuxième tiret. Certes, l'homme a tendance à vouloir s'attribuer plus que les autres au mépris de tout mérite. Si comme Gigès, nous trouvions un anneau nous rendant invisibles, nous commettrions la pire injustice. Mais Gigès était un berger privé d'éducation, et qui vivait hors de la cité. L'enjeu de la politique, c'est précisément de rendre les citoyens meilleurs en leur faisant acquérir cette vertu qu'est la justice, contre leurs penchants égoïstes. Petit 5. L'égalité des droits suffit-elle à fonder une société juste? Premier tiret. La démocratie a commencé par poser qu'il y avait des droits inaliénables et universels, les droits de l'homme. Mais la sphère des droits s'est progressivement étendue, par exemple la richesse globale étant le fruit du travail de tous. Il est normal que chacun ait droit à une part raisonnable. Deuxième tiret. Cette extension du droit au droit s'est achevée par l'exigence de droits en tant que femme, minorité, et se taira. En démocratie, certaines minorités sont systématiquement ignorées, puisque c'est la majorité qui décide de la loi. Donner des droits égaux à tous, c'est donc finalement reconduire des inégalités de fait. Selon John Rawls, il faut, au nom de la justice, tolérer des inégalités de droit, à condition que ces inégalités soient au profit des moins favorisés. Cela cependant amène à nier que tous les droits sont universels, parce que certains auront des droits que d'autres n'ont pas. Citation. Ne pouvant faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste. Pascal. La justice se réfère d'abord à l'égalité, et les respect et préservation de l'égalité. Dans ce cas, l'homme juste est un homme dépouillé de tout artifice. Il traite tous ceux qui viennent à lui soit avec la même sévérité soit avec les mêmes égards. Traitant tout homme de la même manière, le juste n'agit pas pour être apprécié. Au nom de leur humanité commune, une certaine égalité doit exister entre les hommes. La justice est donc le respect de cette égalité naturelle. Cependant, le respect strict de l'égalité peut devenir une injustice, car la reconnaissance de l'égalité naturelle qui existe entre les hommes, égalité qui tient de leur facticité, n'implique pas la négation des différences. Ces différences sont à la fois naturelles, socio-économiques et culturelles. Par souci de respecter l'égalité, ce serait une injustice criante que de soumettre tous les hommes à un même traitement sans tenir compte des différences qui les éloignent les uns des autres. En d'autres termes, la justice n'est pas uniquement le respect de l'égalité. Ce respect n'en est qu'un volet. En effet, la justice est non seulement le respect de l'égalité des individus par-delà leurs différences, mais aussi la prise en compte de ces différences par le moyen de la légalité. Considérée à un autre niveau, la justice est le respect de la légalité. La légalité est en général le caractère de ce qui est conforme aux lois établies. Ceci étant, la conformité à la loi rend juste. Pour rémunérer les travailleurs d'une entreprise de façon juste, il faut que les critères de rémunération soient conformes à la loi. Ainsi, le cadre d'entreprise ne peut recevoir un salaire équivalent à celui d'un ouvrier sans qualification. De même, un handicapé physique ne sera soumis ni aux mêmes horaires, ni aux mêmes exigences de travail que ses collègues bien portants. Afin de traiter un mineur de façon juste, le juge s'abstient de lui infliger des peines réservées aux adultes, peu importe si le mineur est coupable des mêmes crimes que l'adulte. La légalité relève du droit.
Positif. Le droit positif est un système de règles générales et abstraites, édictées et consacrées, appliquées à une société. Il existe plusieurs types de droits. Le droit civil impose aux personnes le respect des mêmes lois entre elles. Le droit administratif régit le fonctionnement des institutions publiques et les relations que celles-ci doivent entretenir avec les personnes privées. Le droit constitutionnel dit ce qui est matière de droit et désigne les personnes aptes à dire le droit. Le droit international régit les relations entre les États, et se tera en tant qu'ensemble de lois édictées et consacrées. Le droit se distingue à la fois des habitudes culturelles, mœurs, coutumes, traditions, et de la morale, car la morale particulièrement renvoie chacun à sa propre conscience. Contrairement au droit positif, défini ci-dessus, le droit naturel est la somme des principes rationnels et universels émanant de la conscience et de la raison humaine. Ces principes sont reconnus comme valides en tout lieu du monde et par tout homme. Le droit positif serait donc une codification du droit naturel. Avant que le droit positif ne soit, le droit naturel était déjà. C'est ce que Montesquieu note. Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites, mais ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé le cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. On ne saurait nier sans se tromper l'existence du droit naturel. Ce droit découle du désir de justice inscrit dans toute conscience humaine. La conscience de l'homme déborde de lois non écrites. Le droit positif a une longue histoire. Il n'a pas surgi de nulle part. Différents événements et tournants de l'histoire lui ont permis de se constituer. La violence de la Deuxième Guerre mondiale a éveillé la conscience de l'humanité à l'urgence d'une déclaration universelle des droits de l'homme. 1948, l'année de promulgation de ces droits humains, est une année sacrée dans l'histoire mondiale. En cette année, les hommes de notre temps ont grandi dans leur humanité. La déclaration tenait à donner une légitimité politique aux droits naturels de l'individu. Ces droits avaient déjà été publiquement bafoués par les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale malgré la connaissance qu'ils avaient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1729, lors de la Révolution française, dont la DUDH fit. Au bout du compte, la justice est à la fois le respect de l'égalité et de la légalité, respect du droit. Cependant, nous sommes en droit de nous demander si le respect de la légalité produit forcément la justice. Grand 2. La loi est-elle toujours juste? Parfois ce qui est légal, c'est-à-dire conforme à la loi, peut ne pas être juste. La conformité à la loi n'est pas un gage de justice. Il n'est pas rare que les lois soient injustes. Dans plusieurs pays du monde, les gouvernants se servent de la loi pour opprimer leurs subordonnés. Les hommes politiques n'hésitent pas souvent de recourir à des lois injustes pour exécuter leurs projets liberticides. Les injustices sociales les plus révoltantes bénéficient généralement du soutien de la loi. L'originalité de John Rawls est d'avoir remarqué que l'égalité juridique, même fondée sur des lois justes, n'empêche pas l'inégalité sociale et matérielle. L'égalité juridique des citoyens ne bénéficie pas toujours aux plus défavorisés de la société. À la base, les défavorisés n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes possibilités que les riches. Exemple, l'égalité juridique veut que les postulants d'une place dans une université ou dans un institut supérieur de référence soient soumis à un même test. À l'issue du test, seuls les plus méritants doivent être retenus, évidemment, selon le nombre de places disponibles. Cet exemple montre que les principes de l'égalité juridique n'ont cure du fait que les candidats des milieux défavorisés manquent des moyens et des conditions matérielles requises pour se préparer au test. Ces candidats sont déjà disqualifiés avant même de passer le test. John Rawls propose que les inégalités sociales soient avantageuses aux plus défavorisés. Il est un défenseur de la discrimination positive. Tout compte fait, l'égalité juridique marginalise les pauvres et les exclut des compétitions de la vie sociale. Dans ces conditions, la mobilité sociale, qui est en soi louable, devient en pratique irréalisable et inopérante. Comme dit plus haut, il existe une égalité naturelle entre les hommes. C'est une égalité en droit. Les hommes sont égaux en droit parce que malgré leurs inégalités de fait,
Différences naturelles et non naturelles, ils ont une même dignité humaine. Aucun homme n'est plus homme qu'un autre homme. Il n'y a pas de degré dans l'humanité. Ils vivent dans des illusions. Ceux qui croient que certains hommes sont d'une humanité inférieure et d'autres d'une humanité supérieure. Malheureusement, certains milieux intellectuels ont laissé croire qu'il y a une hiérarchie dans l'humanité. Toute anthropologie qui affirme l'existence des degrés dans l'humanité est raciste. Elle encourage la violence et justifie les politiques esclavagistes. Si le droit n'est pas toujours juste, cela revient à dire que l'homme a besoin d'une justice plus grande ou plus achevée que celle proposée par le droit. Saint Thomas d'Aquin fait d'ailleurs une nette différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Le grave manquement dont souffre la première, c'est de ne pas exiger des personnes un devoir de charité. Aussi se contente-t-il de prescrire ce qui est permis et ce qui est interdit, sans pour autant garantir les conditions du respect de ce qu'elle prescrit. La loi divine crée et se fonde sur un devoir de charité. Ce qui est perçu comme un vol du point de vue du droit positif peut ne pas l'être dans le droit divin. La loi de Dieu est un droit fondamental qui offre à tout homme des garanties minimales que ne peut lui offrir le droit positif. Décidément, la justice est la vertu des institutions. Grand 3. La justice comme vertu des institutions. En plus d'être une égalité en droit, ou de droit, l'égalité entre les hommes est aussi une égalité des droits. Voilà pourquoi les citoyens d'un même pays doivent être soumis au même système des droits et d'obligations. Que l'on soit nanti ou mal loti, à la force de l'âge ou vieillissant, beau ou vilain, homme ou femme, croyant ou incroyant, les droits fondamentaux sont les mêmes pour tous. La justice est donc la préservation de l'égalité en droit et de l'égalité des droits. Ainsi comprise, la justice est la vertu des institutions. Seules les institutions peuvent garantir l'égalité des droits de tous les citoyens. Pour jeune rôle, la justice est la vertu des institutions. Il recommande même le recours à la désobéissance civile lorsque les institutions ne sont plus à la hauteur de leur mission. Ce n'est pourtant pas pour toute occasion que Rôle conseille la désobéissance civile. Cette dernière est mise en pratique uniquement dans des situations extrêmes. On n'en vient à la désobéissance civile que dans les cas d'injustice majeure et évidente, particulièrement dans ceux qui font obstacle à la suppression d'autres injustices. Cependant, n'importe quelle révolte sociale ne doit pas être prise pour de la désobéissance civile, surtout lorsqu'une révolte s'accompagne de pillage, d'enlèvement, de vol et de viol. La désobéissance civile se veut plutôt un acte public et non violent dont le but est de contraindre un gouvernement incompétent à revoir ses lois et sa politique. Saint Thomas admet aussi dans certains cas la transgression de la loi humaine. Étant une production humaine, cette loi n'est pas parfaite, elle est parfois injuste. Devant la loi divine, la loi humaine devrait complètement s'effacer. Doit-on vraiment s'opposer à la loi humaine parce qu'on l'estime injuste ou contraire à nos intérêts personnels? Quand Socrate avait été condamné injustement, il a choisi de se soumettre aux lois de sa cité. Ses sentences prononcées au nom de la loi, Socrate les a acceptées parce qu'il était convaincu du fait que la loi est supérieure au jugement d'un individu particulier. Emmanuel Kant se range volontiers du côté de Socrate. Pour Kant, l'homme devrait toujours agir par devoir, mais la vie quotidienne montre qu'aucun homme n'est totalement moral. Selon Kant, c'est ce qui explique la nécessité de la morale et de la politique. S'il est vrai que la justice est la vertu des institutions, Thomas Hobbes n'avait donc pas tort d'insister sur la nécessité pour les hommes de confier tout leur pouvoir à un seul, car par temps de guerre, lorsque chacun est l'ennemi de chacun, justice et injustice sont des mots vides de sens. Il faut absolument qu'on ait une société avant de prétendre pratiquer la justice. Cette guerre de chacun contre chacun a une conséquence, à savoir que rien ne peut être injuste. Là où il n'est pas de pouvoir commun, il n'est pas de loi. Là où il n'est pas de loi, il n'est pas d'injustice. Pour assurer le minimum de justice entre les citoyens, un État bien organisé fait tout ce qui est possible pour atténuer les inégalités économiques et sociales, pour favoriser le changement de position sociale, pour investir dans la construction des logements sociaux, etc. Dans ce cas, la question de la justice devient plus concrète. Elle revêt un caractère social. Grand 4.
La justice sociale, qui veut parler de justice sociale, se heurte à l'exigence d'un réalisme doublé de pragmatisme. Dans cette perspective, il n'est plus question d'indiquer les normes sur lesquelles doit se construire une société idéale. Le défi à relever est plutôt de prendre acte des insuffisances et des incohérences de la société actuelle, afin de l'organiser de telle manière qu'il y ait le moins de tensions possible. La justice sociale vise l'établissement des rapports intersubjectifs les plus harmonieux possibles ici et maintenant, et non dans un monde à venir ou dans une société à édifier. En fait, les questions de justice sociale ne se posent que dans les sociétés en proie à la rareté des biens, et à l'égoïsme, un altruisme modéré de ceux qui la constituent. La réflexion sur la justice sociale serait sans fondement si chaque société disposait d'assez de biens pour ses membres, et si chaque individu avait la bonté de faire passer les intérêts des autres avant les siens propres. La rareté des biens et les conflits d'intérêts entre membres d'une même société sont générateurs d'injustice sociale. La notion de justice sociale trouve uniquement sens à l'intérieur de la société. Le contexte de la vie en société oblige les hommes à recourir au principe de la justice et à la mise en pratique de ceux-ci. Autrement dit, en dehors de la société, justice ne signifie rien. Tout groupe humain, dès lors qu'il aspire à plus de justice, donne le signe qu'il a quitté l'état de nature pour l'état civil. Dans Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau attire notre attention sur cette vérité en ces termes. Le passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, il apparaît clairement que la justice est une réalité multiforme, loin d'être une et unique. La justice se conjugue au pluriel. Aristote l'a compris. Il distingue trois formes de justice: la justice commutative, la justice distributive et la justice rectificative ou corrective. Aristote ne dit rien de l'origine du droit. D'où vient le droit? Grand 5. De la force au droit. Bien des auteurs pensent que le droit n'est pas né des exigences éthiques et de celles du vivre ensemble mais plutôt de l'équilibre des forces en présence dans la société. Calliclès, un personnage du Gorgia de Platon, affirme que le droit est naturellement du côté des plus forts. La loi du plus fort est la meilleure. Tout dans la nature semble confirmer cette thèse. Les prédateurs ne se nourrissent-ils pas de leur proie parce que plus faibles qu'eux? À l'état de nature, les plus forts ne sont-ils pas du coup les plus aptes à la vie? Le droit positif est donc un droit contre nature. En d'autres termes, il est l'œuvre des faibles. L'ordre naturel des choses était difficile à tenir pour les plus faibles qui sont aussi les plus nombreux dans la société. Voilà pourquoi ils ont inventé le droit positif. Certes, ce sont les faibles, les masses des gens, qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent des louanges, qu'ils répartissent des blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. Le point de vue de Calliclès est insoutenable. Calliclès a du mal à saisir la différence entre le fait, ce qui est, et le droit, ce qui doit être. Que la nature soit régie par la loi du plus fort, cela est un fait et non un droit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas en être ainsi. Les hommes politiques les plus violents dans l'exercice de leur pouvoir le savent. Ils masquent leur violence et font tout pour lui donner l'apparence du bien ou du droit. La force brutale peut servir à soumettre les individus mais jamais à les gagner à un idéal. Avec la force on vainc sans convaincre. Le plus fort, déclare Rousseau, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Conclusion. Malgré l'abondance des théories de la justice qui remplissent nos bibliothèques, malgré les mesures prises par les dirigeants politiques de chaque époque pour en finir avec injustice, notre monde n'est toujours pas juste. Les grandes démocraties du monde sont souvent les premières à bafouer les droits humains d'une fraction de leur population sous le prétexte fallacieux d'assurer le respect des droits du plus grand nombre ou de prévenir une probable désintégration de leurs États. D'année en année de nouvelles formes d'injustice voient le jour, rendant désuètes et inefficaces les théories de la justice qui déjà existent. À l'ère de l'informatique, d'Internet et de la technologie de pointe,
Beaucoup d'injustices ont déserté la sphère du social pour trouver refuge dans l'univers complexe de l'électronique. La résistance têtue des injustices à toutes les initiatives en faveur de la justice fait désespérer de l'avènement d'un monde juste. Finalement, la justice ne serait-elle pas qu'un idéal? Les hommes ne devraient-ils renoncer à la construction d'un monde juste au profit de celle d'un monde le moins injuste possible? La construction d'un monde juste au profit de celle d'un monde le moins injuste possible. La construction d'un monde juste au profit de celle d'un monde le moins injuste possible. La construction